toutes et à tous, nous vous retrouvons pour votre rendez-vous quotidien Cannes Prime Time pour décortiquer ensemble la technique des films en sélection officielle. Bonjour Alexia. Bonjour Mathieu. Cette année, vous nous retrouvez sur la chaîne YouTube de la CST, mais également sur notre partenaire de la FM DAB+, Ciné, Musique, Radio. Au programme de notre quotidienne décryptage technique, interview de professionnels et mise en lumière des nommés à nos deux prix, le prix de l'artiste technicien et le prix de la jeune technicienne. Pour parler technique avec nous aujourd'hui, nos invités du jour sont Marc Douane à ma droite. Bonjour. Bonjour Marc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler de votre travail de mixage sur le film 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon qui sera présenté demain. À ses côtés, Benoît Basirico, journaliste chez Cinésique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et de l'autre côté de la table, nous avons Patrick Safar. Bonjour. Patrick. Patrick qui est journaliste au sein de la radio Ciné Musique Radio, notre partenaire, et nos auditeurs nous suivent en direct sur Ciné Musique Radio. Et enfin, Pascal Parsa, à ma gauche, qui est expert handicap, diversité et inclusivité chez Audience. Bonjour Pascal, merci. Bonjour. Et tout de suite, on remonte les marches. Bonjour Benoît, vous avez vu les films en compétition hier, certains des films en compétition hier. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre ressenti? On va commencer peut-être par le dernier de la soirée, le Joachim Trier. Alors j'ai vu tous les films de la compétition, c'est un peu mon travail de journaliste évidemment à Cannes, et le Joachim Trier fait partie de mes coups de cœur, donc voilà, valeur sentimentale que j'ai aimé retrouver, ce cinéaste norvégien, après son dernier film Julie en 12 chapitres. Il retrouve d'ailleurs son actrice Renate, qui est vraiment formidable encore dans ce film-là. Qui avait d'ailleurs reçu un prix d'interprétation pour Julie en 12 chapitres. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a Elle Fanning aussi dans ce film-là. C'est un peu l'invitée américaine dans ce film norvégien. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui vous a plu justement dans ce film? Est-ce que c'est l'histoire, la narration, le montage, l'image, un peu tout ça? Oui, alors on est dans une table ronde technique. Alors c'est vrai que c'est tout l'enjeu d'un journaliste. Doit-on, pour juger un film, oublier la technique? Je serais tenté de dire que c'est quand on l'oublie que le film est réussi. Il y a certains films que j'ai moins aimés et où justement je ne faisais que pour m'occuper à regarder tel montage, tel mouvement de caméra. Évidemment, le film de Joachim Trier, j'ai tellement été ému, tellement j'étais pris dans l'interprétation de l'actrice que j'ai beaucoup aimé. Mais en revanche, il y a un élément dans le film qui est un plan séquence. Alors ça, c'est vraiment un élément de technique. C'est comment on va faire un plan séquence qui consiste à ne pas faire de montage, à avoir un plan sans coupe. Et dans ce film-là, en fait, il y a un film dans le film. Parce que Renate joue une actrice qui doit tourner un film dans le film. Et il est question de jouer un plan séquence. Et je ne vais pas divulgacher, mais voilà, à un moment donné, on a la restitution de ce plan séquence. Si, sans rien divulguer, on peut quand même dire qu'effectivement, c'est son père qui lui propose le rôle et que le film est aussi très centré sur les filiations et les relations père-fille, même fille au pluriel. C'est peut-être aussi ce qui vous a touché dans ce film? Oui, tout à fait, parce que ce qui est intéressant, ce qui me plaît en tout cas dans un film, c'est quand il y a différentes couches de sens. Donc il y a à la fois le cinéma, ça traite du cinéma, de qu'est-ce qu'une actrice. On la voit au théâtre au début, ensuite on la voit au cinéma, donc il y a aussi tout le clivage entre comédienne de théâtre et actrice de cinéma. Et puis en deuxième couche, il y a la relation avec le père. Et comment est-ce qu'on acceptait de jouer avec le père et surmonter finalement une relation conflictuelle. Et par rapport à la technique, ce qui est intéressant, c'est comment la technique est mise en abîme. Comment on y pense parce qu'elle est mise en scène, elle est le sujet en fait du film. Ce qui me fait penser d'ailleurs à un autre film de la compétition que j'ai beaucoup aimé, qui est Sirat, et où la technique musicale, avec les grandes enceintes dans le désert marocain, je pense à un autre désert chilien dans un autre film, désert marocain est le sujet du film.
Oui, il y a un plan magnifique notamment où on découvre cette enceinte et on voit la membrane vibrer et c'est effectivement une façon de révéler à travers la technique quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, tout à fait. Dans ce film aussi, il y a de nombreux fondus au noir. Est-ce que vous y avez retrouvé un peu un chapitrage comme son film précédent ? Oui, alors c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film Valeurs sentimentales de Joachim Trier, c'est en général, on chapitre un film, on met des cartons, on explique telle date ou on explique 2 ans plus tard. Là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film est conçu à partir de fragments, mais uniquement un noir plus longtemps que la norme, parce que dans un montage, en général, il y a des noirs très brefs. Donc là, on sent qu'il y a du temps qui s'est écoulé, mais on ignore quel temps. Et donc ça, c'est assez bien, parce qu'on est un peu perdu, il y a une perte de repère temporel. Et donc ça, c'est très très fort techniquement d'avoir fait passer ce noir, et en laissant malgré tout un doute sur le temps écoulé. Vous parliez de mise en abîme, il y a plusieurs films en compétition qui parle de cinéma et justement de la fabrication des films. Patrick, vous avez également vu le film hier soir. Est-ce que vous pouvez nous faire votre retour ? Le film dont on vient de parler. Exactement. D'accord. Oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, c'est un film, si on veut trouver une filiation à tout prix, qui pourrait se situer dans la veine bergmanienne, voire parfois Woody Allen même. Bon, peut-être moins léger, mais malgré tout, il y a des éléments de comédie. Non, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'ambiguïté entre le monde du théâtre et le monde de la réalité quotidienne, je dirais, et qui là aussi joue sur des aspects techniques. Par exemple, à un moment, on voit l'actrice principale sur un fond noir, donc on se demande si on est dans la réalité telle qu'elle nous est présentée quotidiennement ou si on est au théâtre. Et effectivement, il s'avère qu'elle est accolée ou adossée à un décor noir. Donc là aussi, il y a un jeu sur l'image qui est extrêmement intéressant, qui induit des jeux d'écho justement à la fois entre la comédienne que joue l'actrice Eddie Fanning et la comédienne norvégienne. Est-ce que le père veut vraiment remplacer la fille par ce qui va devenir sa maîtresse? Enfin bon, il y a des jeux de miroirs comme ça qui sont extrêmement intéressants. Donc voilà, c'est un film qui aurait pu être extrêmement lourd parce qu'il y a un sous-texte sur la rafle pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une pesanteur psychologique liée à l'état de santé du père. La fille est également pas tout à fait bien dans sa peau. Mais malgré tout, il réussit à le faire avec légèreté et à passer comme ça d'un univers à l'autre avec beaucoup de grâce, j'ai trouvé. Oui. Autre film sur la filiation hier, c'était Romeria de Carla Simone. Oui, vous l'avez tout à vu fait. également ? Oui, je l'ai vu également. Alors, c'est une réalisatrice espagnole qui en est à son 3e film. C'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, on pourrait penser que pour Cannes, c'est un film trop léger, trop fragile, trop frêle. Mais malgré tout, elle réussit très bien à filmer l'absence, parce que c'est un enjeu qui est assez récurrent dans certains films qu'on a vus dans la compétition, filmer l'absence. Là, il s'agit de filmer ses parents qui sont tous les deux morts du sida alors qu'elle avait 3 et 5 ans. Donc là aussi, un sous-texte extrêmement tragique. Et c'est une jeune femme donc, qui va peu à peu, ne pouvant accéder directement à ses souvenirs, va essayer de les filmer, de les recréer. Et effectivement, l'image finale, elle prend la caméra à son tour et devient réalisatrice. Donc le cinéma l'aide à surmonter son blocage relatif à ses parents et également le contexte social et politique de l'époque. On peut rappeler donc que pour Carla Simone, la réalisatrice de Romeria, c'est sa première fois au Festival de Cannes, mais qu'elle vient accompagnée d'Hélène Louvard, chef opératrice, membre de l'AFC, qui elle ne vient pas pour sa première fois. Benoît, vous l'avez vu également ce film, je crois. Tout à fait, Romeria de Carla Simone, que j'aime beaucoup. Voilà, un des coups de cœur aussi de la compétition. Donc là, c'est le hasard. Hein. On aborde ce que j'ai beaucoup aimé. Romeria de Carla Simone, le guitariste Ernest Pippo, parce que bon voilà, la musique est mon sujet, et le guitariste a fait la partition. Et pour raccorder à un élément technique, il y a toujours cette question, un compositeur et la pratique d'un instrument, la technique de l'instrument. Et parfois, la fragilité, le fait de mal maîtriser un instrument peut participer du charme d'une composition musicale. Et donc là, il est guitariste, donc il maîtrise très bien la guitare, et il y a une partie de la partition à la guitare, mais il y a aussi un violoncelle qui n'est pas son instrument. Et donc comment il va aussi avoir la fragilité du violoncelle qui va se marier à la perfection de la guitare. Et c'est aussi un enjeu technique derrière cette musique.
Marc, ces sujets vous parlent, j'imagine, en tant que mixeur son, quand il y a de la musique, quand il y a des instruments dans des films. Est-ce que vous allez travailler différemment pour après faire votre travail de mixage après en post-production? Il y a tous les cas de figure en fait. C'est soit on a des musiques achetées, des musiques composées, des musiques dans l'image. Là, dans Dalloway, il y a une violoncelliste à l'image sur un plan séquence. Il y a tous les cas de figure. Après, des fois, on anticipe, on en parle avant, on écoute les textures, on demande des séparations d'instruments pour la spatialisation, pour l'atmos, etc. Enfin, il y a tous les cas qui existent en fait. Le troisième film qui était présenté hier parle de musique, puisque son titre l'indique, c'est The History of Sound d'Oliver Hermanus, qui revient à Cannes, mais première fois en compétition officielle pour le réalisateur. Patrick, qu'en avez-vous pensé ? Là, on est dans un cinéma. Autant le film de Carla Simone lorgnait vers une certaine modernité, si on veut, un peu antonionienne. Là, on est dans un film beaucoup plus classique. Ceux qui n'aiment pas du tout diraient académique, mais où la musique, effectivement, là, joue un rôle absolument essentiel. Je pense que le projet du réalisateur, c'était que la musique non seulement transmette les émotions, mais qu'elle soit elle-même le personnage et porteuse d'émotions, qu'elle soit l'émotion elle-même. Donc on va avoir un jeu d'écho là aussi, puisque ce sont deux hommes qui tombent amoureux en 1916. L'un enregistre un peu comme Béla Bartók, enregistre des musiques régionales dans le Maine de sa région natale. Oui, c'est-à-dire plutôt dans la campagne américaine. Oui, tout à fait, oui, absolument, en Nouvelle-Angleterre. Et donc, il va tomber amoureux d'un garçon qui est, lui, universitaire, qui enseigne là, qui a une très belle voix, qui chante très bien. Et les deux vont se séparer selon le trajet qu'on imagine un peu prévisible, mais ils vont se séparer et puis se retrouver et puis se reséparer. L'un va vouloir se marier et l'autre non. Donc il va y avoir un jeu là aussi de, comment on dit, vous en parlerez mieux que moi, mais d'overlapping sound pour montrer les chevauchements de sons, les passages d'un personnage à un autre, de souvenirs. Overlapping sound. J'espère ne pas me tromper, oui. Overlapping sound. Non, mais on aura eu beaucoup d'anglicismes sur ce plateau toute cette année. On peut parler de tuilage aussi. Tuilage, oui, tout à fait. Une manière de faire des... Enfin, un terme français. Donc, la fin, c'est un film qui se passe selon plusieurs périodes. La fin, on est en 1980. Je ne révèle pas le cheminement des deux personnages. C'est assez dramatique. L'émotion à la fin explose littéralement à l'écoute de la voix de l'amant disparu. Donc on est un peu dans une fiction du genre sur la route de Madison, mais gay, si je puis dire, où le personnage survivant va voir se réveiller son amant disparu à l'aide du son et de la voix. On peut effectivement rappeler également que la photographie de ce film est magnifique. Elle est l'œuvre d'un très jeune chef opérateur, Alexandre Dinahan, qui avait déjà travaillé avec Paul Schrader, mais qui vient pour la première fois avec un film à Cannes. C'est une photo très picturale. Il y a beaucoup de scènes de campagne, beaucoup de scènes de paysages. Je pense qu'il a en tête, ça c'est mon avis, certains peintres anglais comme Constable ou des peintres norvégiens moins connus sur les vues d'intérieur. Donc c'est extrêmement léché de ce point de vue-là. Effectivement, le travail sur la photo est tout à fait remarquable. Benoît, vous qui êtes spécialisé dans la musique, est-ce que au niveau du traitement du son, il y a beaucoup de moments chantés a cappella aussi ? Alors, History of Sound, c'est vrai, aurait dû s'appeler plutôt History of Songs ou History of Voices, parce que finalement, il est question surtout de la chanson de folklorique traditionnelle. Et justement, alors moi, j'ai pris pour moi, certains penseraient que c'est académique, c'est un peu mon cas. Et du coup, dans l'académisme, on y voit une certaine maîtrise technique. Et finalement, ça c'est mon ressenti de spectateur, dans une maîtrise technique, on perd parfois une émotion. Et aussi, on perd l'expérimentation.
L'académisme veut dire qu'on ne va pas chercher, faire un cheminement de recherche. Et finalement, les personnages vont rechercher des musiques et des voix, et je trouve que ça ne se ressent pas dans le processus cinématographique de faire une recherche aussi de création d'images et de sons. Donc on reste quand même très très dans le didactique, hein, et dans le presque quelque chose d'historique, de formel. Et ce qui est intéressant, ça m'amène par rapport à la technique. Souvent, quand on dit on fait de la musique, on dit on fait du son. Donc il y a un peu, dans la musique de film, la frontière est ténue souvent entre musique et son. Et ça m'amène à évoquer une compositrice présente à Cannes, Delphine Malocena, qui a fait la musique du Roi Soleil de Vincent Cardona, présentée en séance spéciale. Séance de minuit, tout voilà. Et en fait, ça me permet juste de mentionner que Delphine Malocena, aujourd'hui compositrice notamment nommée au César pour Chien de la Casse, était ingénieure du son avant de franchir le pas vers la composition. Donc la frontière est ténue entre son et musique. Et puis, il y a ce travail qui est assez intéressant dans le film. Quelque chose dont on parle peu, c'est l'histoire de la captation sonore et comment on a fait à une époque pour essayer de préserver une histoire de la musique qui a tendance à se perdre, puisque avant qu'il y ait des systèmes d'enregistrement, on ne sait pas exactement comment la musique a évolué, quelles étaient les tonalités, les rythmes. Ici, ça parle aussi de ça. En fait, j'aurais adoré voir un documentaire sur ce sujet. Mais en fait, pour moi, la fiction n'apporte rien de plus que de filmer ce qui est dans les livres qui racontent cette même histoire. Je pense que ça aurait pu être intéressant, justement, que le film lui-même adapte sa forme à son sujet, en étant vraiment dans une recherche et à nous perdre même parfois. Mais le film ne nous perd jamais, les repères sont très balisés. Voilà. C'est un peu un anti-Asia Herzi, alors finalement, dans ce que vous êtes en train de nous dire. Et ça m'amène à cette question, hein, parce que nous n'avons plus que 2 jours de compétition officielle. On arrive à pas loin d'un bilan. Donc, Patrick, Benoît, quel ressenti vous commencez à avoir? Sur quel film continue de travailler en vous des émotions? Patrick, peut-être? Oui, il y en a 2 essentiellement. Je dirais le film brésilien L'Agent secret, qui m'a beaucoup marqué. C'est un film très très original qui, là aussi sur un sujet tragique, réussit à trouver une forme extrêmement personnelle où on a presque l'impression de ressentir l'âme brésilienne et en même temps qu'on parle du passé de ce pays. Pardon. Nous avons eu la chance d'accueillir sur ce plateau Evgenia Alexandrova, qui est la directrice de la photographie du film et qui nous a parlé de son travail. Oui, tout à fait. Donc, c'est un film superbe. Et le deuxième film qui m'a le plus marqué, je pense, c'est le film de Jafar Panahi, Un accident ordinaire, où on retrouve à la fois les qualités à la fois de simplicité, je dirais, d'extrême modestie apparente. C'est comme un film qui partirait d'une situation très simple et puis par capillarité finirait par évoquer toutes sortes de tragédies contemporaines. C'est un film où on circule beaucoup en voiture, comme souvent dans les films iraniens, et qui va se terminer par une séquence d'une force absolument incroyable. Donc on comprend bien, votre cœur balance entre 2 palmes. Benoît, vous avez un regard déjà sur cette dizaine de jours écoulés? Tout à fait, tout à fait. Alors moi j'aime beaucoup le Asia Herzi, la petite dernière. Alors vous m'avez volé les mots de la bouche parce que mon favori, pour moi, ma palme, c'est L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho. Donc vraiment un film extraordinaire. Romeria de Carla Simone, qu'on a évoqué, fait partie aussi de mes préférés. Mais peut-être pour en citer un autre qu'on n'a pas cité et qui à mon avis n'aura pas vraiment de prix, parce que les films américains qui flirtent un peu avec la comédie sont rarement primés, sauf Anora l'année dernière, ce qui était un peu une nouveauté. Moi j'ai beaucoup aimé le Nouvelle Vague de Richard Linklater, qui traitait de la nouvelle vague du tournage d'À bout de souffle de Godard, mais d'une manière très relâchée et très tendre. Moi j'ai beaucoup aimé ce que ça devient des personnages de comédie pleine de tendresse. D'ailleurs, nous avons également reçu la monteuse image Caroline Schwartz du film. Catherine Schwartz, pardon, du film qui a témoigné de son travail sur le film de Linklater. Donc, nous vous invitons à réécouter cette émission pour ceux qui l'auraient loupé. Et tout de suite, c'est la parole de la CST. Vous êtes toujours en direct depuis la chaîne YouTube de la CST et en simultané sur Ciné Musique Radio.
Pascal Parsa, vous travaillez chez Audience, vous êtes expert handicap, diversité et inclusivité. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Audience et son rôle? Mais bien sûr, Audience, c'est le groupe de protection sociale des professionnels de la création, de l'information et des loisirs. Audience soutient la création, toutes celles et tous ceux qui la font, ce qui veut dire que nous prenons en compte la diversité des professionnels et apportons des réponses à toutes les situations pour faire en sorte que chacun travaille confortablement et durablement. Et toutes les situations, vous entendez toutes les situations? Quelles peuvent être justement les cas particuliers ou les situations sur lesquelles vous intervenez le plus, puisque la question du handicap est assez importante chez Audience? Alors effectivement, Audience d'abord est une entreprise exemplaire, hein. L'obligation des entreprises qui ont plus de 20 salariés, c'est de compter au moins 6% de collaborateurs en situation de handicap. Audience est à 16%, donc c'est vraiment d'abord faire pour soi-même avant de dire aux autres comment faire. Ça me semble un prérequis pas toujours satisfait, mais Audience pleinement au rendez-vous de cela. Vous n'êtes pas le seul à le dire, exemplaire, alors c'est une réalité. C'est une réalité incontestable, c'est un fait. Audience donc porte la mission handicap du spectacle vivant et enregistré en partenariat avec l'AGFIP, l'AGFIP étant l'organisme collecteur des entreprises du secteur privé assujetties à cette fameuse obligation d'emploi et qui ne la satisfont pas. Cette mission handicap intervient aussi bien dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, des prestataires techniques de ces environnements, la radio, la production phonographique. Et nous accompagnons tant les entreprises pour satisfaire leurs obligations d'emploi, mais majoritairement, vu la configuration des entreprises du secteur, c'est plutôt des ambitions d'emploi. Et puis nous accompagnons aussi, bien sûr, les salariés et la majorité pour leur faire découvrir leurs droits, les activer et évidemment rebondir professionnellement. Est-ce qu'on a quelques chiffres sur la situation dans le cinéma et l'audiovisuel, sur les travailleurs handicapés? Alors, sur le cinéma et l'audiovisuel spécifiquement, pas encore de manière très ajustée. Ce que l'on sait, France Travail Culture le dit, 3700 professionnels, aussi bien artistes, interprètes et techniciens, sont aujourd'hui demandeurs d'emploi dans nos environnements, donc intermittents, mais avec une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés. Audience, la mission handicap accompagne en gros 80 nouveaux profils par an et en accompagne une centaine globalement par an. La grande majorité que nous rencontrons, 47% ont une RQTH, donc 53% n'en ont pas. Ce qui veut dire qu'il y a préciser ce qu'est une RQTH? Tout à fait, je peux le redire, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ce qui est absolument indispensable pour activer des droits, mais aussi pour être protégé au niveau de l'emploi. Et beaucoup d'employeurs sont aujourd'hui en recherche de cette typologie de professionnels et pour diversifier, mais aussi pour enfin répondre à cette obligation d'emploi. Et vous pouvez nous donner aussi l'étendue des différents types de situations d'handicap? Bien sûr. Alors, on part du principe qu'il y a à peu près 12 millions de Français concernés par le sujet en France. La grande majorité sera surtout sur le sujet des neuroatypiques, dyslexiques, dysorthographiques, spectre de l'autisme par exemple. Ensuite, on va aller beaucoup sur la surdité, c'est quasiment 22%. Ensuite, on ira beaucoup sur la santé mentale. C'est pas pour rien que c'est l'année de la santé mentale, quand même. Et puis, ensuite, on sera sur, évidemment, la déficience sensorielle, le handicap moteur, évidemment, et puis le handicap mental. Voilà, en gros. Et donc, on a surtout les maladies invalidantes, les maladies chroniques, les affections de longue durée qui l'emportent majoritairement. C'est la grande majorité des profils que nous accompagnons avec la mission handicap, la santé mentale et puis les troubles musculo-squelettiques inhérents aux métiers techniques, par exemple, mais aussi, j'allais dire, les danseurs, les circassiens sont concernés par ces problématiques. L'objectif, c'est de sensibiliser, de faire de la pédagogie. C'est d'abord aussi de répondre à une attente des entreprises, mine de rien, qui sont très demandeuses. Je le vois sur les rencontres pour l'emploi des personnes en situation de handicap de la culture que pilote Audience avec ses partenaires institutionnels que sont l'AFDAS, Tali Santé pour la médecine du travail, France Travail, Cap Emploi, l'AGFIP. On voit bien qu'en 4 éditions, nous avons proposé plus de 1800 postes avec 800 candidats et à peine 50 entreprises. Donc, on voit bien qu'il y a une dynamique. Les entreprises sont très demandeuses. Si je pense à des productions audiovisuelles, Plus belle la vie, Ici tout nous appartient et autres, ils en sont aujourd'hui très, très friands. Ils viennent là recenser des profils pour de la figuration et vont même jusqu'à parfois écrire des rôles parce qu'ils ont rencontré des situations qui leur parlent. Donc, toute cette boucle vertueuse répond
parfaitement à l'évolution du nombre de professionnels en situation de handicap qui sont parfois en difficulté pour trouver de l'emploi parce que les profils des personnages ne sont pas toujours, j'allais dire, correspondants, mais il faut aussi d'ailleurs que les professionnels en situation de handicap répondent à des castings où le personnage n'a pas leur handicap. L'objet aujourd'hui, c'est un métier, que ce soit artiste ou technicien, il faut absolument que chacun maintenant se sente légitime. Il est légitime. Donc il faut que cette rencontre se fasse, c'est ce que fait Audience. Et ces rencontres, ça va être des rencontres annuelles Absolument, tous les ans. Donc vous en avez une à la Fabrica en partenariat avec le Festival d'Avignon. La dernière était le 26 février dernier. L'Opéra Bastille pour l'Île-de-France. Nous avons des projets de déplacement sur des grands événements culturels. Je ne peux pas en dire beaucoup pour l'instant, mais des choses s'esquissent dans les Pays de Loire, ici par exemple, et ailleurs. Donc bien évidemment, notre objet, c'est d'accompagner les entreprises pour, leur permettre de rencontrer, donc de fait de réinventer le regard qu'elles portent sur le sujet, de se rendre compte de cette diversité dont nous venons de parler, de situations de handicap, car je rappelle que 80% des handicaps sont invisibles et 90% ne demandent aucun aménagement de poste, au mieux du rythme de travail, de l'organisation, pour qu'il y ait peut-être des plages de repos, qu'on puisse commencer plus tard, peut-être parfois la luminosité. Moi, vous voyez, par exemple, là, je suis obligé de garder mes lunettes de soleil, je suis hyper photosensible. C'était contre l'avis du réalisateur de l'émission. Je sais bien, mais j'aurais préféré que la nature ne m'offre pas ce cadeau-là. Vous disiez accompagner les entreprises, mais il y a le volet aussi accompagner les salariés. Oui. La reconversion ou l'adaptation de la situation peut se faire dans des branches ou des secteurs différents de l'audiovisuel également ? Absolument. L'objectif, encore une fois, c'est bien évidemment d'accompagner la personne pour qu'elle puisse rebondir professionnellement. Ça veut dire déjà aussi accepter une situation qui n'était pas envisagée dans une carrière. Donc c'est la faire accepter, l'intégrer pleinement dans le projet professionnel. C'est ce que fait Audience avec ses partenaires, avec le Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle. C'est ce que nous faisons tout le long pour faire en sorte que chacun reste dans l'univers professionnel qui a été son choix initial et s'y maintienne. Il y a des tas de moyens de diversifier son avenir. Il y a au gouvernement un ministère du handicap. Oui. Vous avez en ce moment des préoccupations ou des revendications ou des améliorations à suggérer sur la situation actuelle ? Effectivement, nous avons en 2023, avec le soutien des partenaires sociaux, mis en place l'activateur d'égalité pour l'emploi dans la culture. Cet activateur a pour objet tout naturellement de mettre en avant des points carencés que nous avons observés et qui peuvent pénaliser une carrière. Je pense tout simplement les indemnités journalières. Le calcul des indemnités journalières est extrêmement complexe dans nos environnements et on voit que beaucoup de nos professionnels passent complètement à côté de leurs droits de santé et comptent sur les périodes chômées pour se remettre en forme. Je rappelle quand même que 61% n'ont pas déclaré un accident de travail, que 1 sur 10 travaille avec une maladie chronique et que, on le sait, beaucoup de femmes professionnelles renoncent à leurs droits de santé pour privilégier ceux de leurs enfants ou éventuellement conjoints. Donc il y a un gros travail à faire et c'est ce que nous mettons en place. Le ministère de l'Emploi, le ministère de la Culture et le ministère des Personnes en situation de handicap est extrêmement attentif. D'ailleurs, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, en 2023, lors de la Conférence nationale du handicap, s'est appuyée sur Audience, s'est appuyée sur les rencontres pour l'emploi, s'est appuyée sur l'activateur d'égalité pour l'emploi dans la culture pour justement réaffirmer combien le sujet de l'emploi des personnes handicapées dans les métiers de la culture devenait un sujet central de l'État. Donc on ne peut que se réjouir de ce lobbying que nous avons mis en place et maintenant nous sommes, j'allais dire, à disposition car de toutes les façons l'objectif c'est de créer une culture de l'égalité juste et équitable. Et si je suis un professionnel, donc soit un intermittent, soit à la direction d'une entreprise et que je veux m'informer, vers qui je peux me tourner, je vais sur le site d'Audience. On va sur le site de la mission handicap du spectacle vivant et enregistré. Il y a bien sûr moyen de nous contacter. J'allais dire, la première chose à faire, ce serait de s'inscrire sur la newsletter.
quand même, pour pouvoir être informé de tous les événements que nous faisons, parce que tous les événements qu'Audience met en place sont voulus systématiquement, adaptés et accessibles. Je prends l'exemple de ce matin, les écrans inclusifs. Donc ce matin, il y a eu 2 tables rondes sur le centre de la CST. Absolument, portées par le SPCH, Julien Richard, que je remercie de m'avoir sollicité pour l'accompagner dans l'émergence de cet événement. Nous avons souhaité que l'événement soit signé en langue des signes française, parce qu'on ne peut pas oublier qu'il y a à peu près 200 professionnels concernés par cette nécessité d'adaptation. Bien, écoutez, nous allons immédiatement nous inscrire sur votre newsletter. Merci Pascal. Mais je vous en prie, je vous en prie. Et c'est maintenant la petite interview. Alors, je m'appelle Caroline Champetier, je suis directrice de la photographie depuis 1981. Mon premier festival de Cannes, avec la Sentinelle d'Arnaud Desplechin, 1991, 12 le festival, une équipe de trentenaires et mon premier film en quelque sorte, c'est-à-dire avec ma génération. Je crois que le plus beau, c'est l'année de la Palme pour Rosetta. J'étais à la Caméra d'Or, c'est là où j'ai rencontré Jean-Pierre Boviala. Et l'émotion de la salle à la sortie de la projection, c'est une chose qu'on n'oublie pas. C'est extrêmement important de rappeler que comme moi, je ne suis rien sans mon équipe. Un metteur en scène n'est rien sans une équipe. Et un prix à un artiste technicien ou une artiste technicienne, c'est évidemment signaler qu'une équipe entière est là pour le succès d'un film. Vous êtes toujours en direct depuis la chaîne YouTube de la CST et en simultané sur Ciné Musique Radio. Et tout de suite sur les marches. Marc Douane, bienvenue. Vous avez donc mixé, mais pas seulement, le film présenté en hors compétition demain, un film de Martin Bourboulon, 13 jours, 13 nuits, un film qui nous emmène loin, dans un conflit armé même, un conflit armé. À quel moment du projet un mixeur intervient? Est-ce que vous avez connaissance dès les premières versions du scénario ou vous arrivez avec l'équipe son en cours de post-production? Oui, on essaye de déjà réfléchir sur le scénario de façon assez prématurée, mais là on est arrivé avec mon ami Gwenolé Leborgne qui a fait le montage son, avec lequel on a fait Monte Cristo, Novembre, je crois qu'on a fait aussi Bac Nord, on a fait pas mal de films ensemble, il était avec moi à la Fémis. Voilà, on se parle assez tôt de la prise de son, des enjeux ou des musiques, là avec Guillaume Roussel avec qui j'ai fait aussi beaucoup de films, qui est un ami, et voilà, on réfléchit tous ensemble aux envies de Martin et aux nécessités du film. Et sur ce film, est-ce qu'il y avait des nécessités, des envies, des besoins spécifiques ? En fait, le film est assez immersif et traité un peu de façon subjective dans la tête de Mohamed Bida, qui a été confronté à une situation exceptionnelle et qui a dû faire face à une situation qui est la plus grande opération d'exfiltration de réfugiés et de ressortissants français à l'étranger. Donc on est plongé vraiment dans le damage control de ce personnage qui va chercher toutes les solutions pour ne laisser personne et d'abandonner personne. On peut le dire, il s'agit de Kaboul, si je me trompe pas, de l'arrivée des talibans. La prise du pouvoir des talibans. Là, il y a 2 ans, en fait, il y a 2 étés. C'est un film extrêmement ancré dans une histoire contemporaine. Oui, complètement. Alors non, je crois qu'il y a plus que 2 étés que ça. C'est 2019. Oui. 2019 ou 2018. Je suis en train de bugger, on va checker ça. Comme il s'agit d'une histoire vraie et de quelque chose de contemporain, est-ce que vous avez essayé au mixage de retrouver beaucoup de sons réalistes? Est-ce qu'il y a eu un gros travail? Ont été faits. On avait un interprète qui joue dans le film d'ailleurs le rôle du chef de Checkpoint taliban, qui nous a beaucoup aidé sur tous les langages, sur le Pashtun, sur ne pas faire d'erreur de sens, créer des foules et des interventions qui soient pertinentes.
Et puis on a réfléchi surtout au traitement et à l'immersivité, tout en faisant extrêmement attention quand on traite de sujets comme ceux-là, comme on avait un peu ce cas de conscience aussi sur novembre, c'est qu'on ne peut pas trop esthétiser non plus une situation de crise et en faire un objet cinématographique racoleur ou qui a envie de faire du sensationnel ou de la sensiblerie. Donc la frontière est toujours fine. La question de l'intégrité se joue aussi sur le mixage. Bah oui, complètement, parce qu'on ne peut pas non plus trop esthétiser des plans avec la musique ou faire quelque chose qui est un peu trop racoleur ou qui voudrait récupérer un sujet pour en faire une œuvre qui ne serait pas à hauteur des hommes et à hauteur de ce qui s'est passé. Donc il faut toujours faire attention à quel endroit on se pose en fait. Est-ce que vous avez discuté avec l'ingénieur du son qui a fait les captations sonores sur le tournage pour justement travailler ensemble sur ça? Mais c'est surtout sur les choix et les rapports à l'image et au plan. C'est-à-dire que, comme disait Godard, un travelling c'est politique. Bah là, on peut dire aussi qu'une musique trop forte, ça peut être politique. Donc il faut faire attention. Il faut rester au bon endroit. Le film n'a évidemment pas été tourné à Kaboul. La question de la restitution sonore aussi et du réalisme se joue. Bah, c'est pour ça qu'on a dû travailler, faire attention et refaire avec les bons dialectes, les bons endroits et faire attention à la crédibilité et à pas faire d'erreur. Voilà. Parce qu'évidemment, c'était pas possible de tourner là-bas. Donc ça a été fait au Maroc. Vous allez effectuer les premiers tests cette nuit. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail de l'ombre dont on n'a pas forcément conscience avant une projection dans un festival comme le Festival de Cannes ? Oui, on doit aller de nuit quand la salle lumière ne tourne pas pour vérifier, voir un petit peu les moments où on veut rallumer la lumière à la fin, choisir le niveau sonore en fonction du film. Moi, je l'ai fait là pour Dalloway. Ce n'est pas votre premier film qui est projeté dans le Théâtre Lumière cette année. Là, ils l'ont passé en Atmos. On a bien gagné sur la salle encore. Dalloway était mixé en Atmos. Oui, aussi. 13 jours, 13 nuits. Aussi. Ouais. Et du coup, on ajuste, on regarde, parce que selon les textures sonores, les directs ou la dynamique du film, on va ajuster un petit peu sur quel niveau on va un peu faire correspondre tout ça par rapport à l'Audi, quoi. Quand on dit dans la nuit, on peut dire même c'est en plein milieu. Oui, de la on nuit, est en plein milieu. On a besoin tard. d'équipes de réanimation des fois pour amener tout le monde là-bas à 3h du matin. Et puis surtout, c'est une sensation très différente. C'est surtout ça l'écart type qui n'est pas évident. C'est qu'on est seul dans la salle, on est 3. Et forcément, quand c'est rempli et qu'il y a 2300 personnes. Oui, exactement. Donc donc faut essayer d'intégrer la transposition selon on a envie de produire, quoi. Et vous êtes attentif aux différents endroits de la salle parce qu'il y a une partie orchestre, il y a une partie balcon. On bouge, mais après on est dans la limite physique de cet endroit qui est magique, hein, qui est un temple où c'est vrai qu'il y a un rapport à l'image avec cet écran de 19 mètres qui est fabuleux, mais dès qu'on bouge, les écarts sont assez fous. Moi, dans mon studio, on a déjà 11 mètres d'écran, ce qui est déjà bien pour voir les écarts. Mais là, c'est encore autre chose. Dès qu'on se déplace, ça bouge énormément. Ouais. Ce n'est pas votre première fois au Festival de Cannes. Est-ce que vous avez ressenti une vraie différence depuis que Dolby Atmos s'est installé dans la salle ? Oui, bien sûr. Là, on a maintenant la pleine bande sur les arrières, d'avoir les tops et tout ça. On peut produire vraiment une belle énergie. Et on a gagné sur la compréhension, on a progressé sur plein de choses. Après, la limite physique même, que les enceintes sont très 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 loin. Donc, même chez moi, je ne peux pas reproduire ça, quoi. Moi, elles sont à 20 mètres, là, elles sont à 80. Donc, Et dans votre travail de mixage, comment vous abordez la question, puisqu'il y a un mixage Atmos, mais toutes les salles ne sont pas équipées. Donc, j'imagine que vous rendez un mixage en 5.1 ou en 7.1. Alors, expliquez ce que c'est le 5.1 et le 7.1, peut-être. Ce sont des canaux discrets, c'est-à-dire vous avez le son en façade gauche, centre, droite, un renfort de basse, et puis vous avez des ambiances. Le mixage Atmos, c'est un travail totalement différent puisque vous mixez en son objet, que vous les faites circuler. C'est un processing extrêmement complexe qui a lieu sur le matériel, dans le matériel Dolby de la cabine de projection. Vous faites 2 mixages de films ? Non, parce que si on va quand même être vigilant sur la transposition de certains moments et le rapport à l'image quand on passe en 5.1 ou en 7.1,
on a quand même des beds 7.1.2 en Atmos. Après, les objets et les mouvements vont être reproduits et vont être intégrés, mais la base le squelette en 7.1.2 est quand même assez proche. Donc, si je comprends bien, vous commencez par le 5.1 ou le 7.1 ? Non, je fais tout en Atmos. Tout en Atmos. Maintenant, j'ai que des configs Atmos pour tous mes films, et après, j'écoute tous les autres formats et je check la transposition des musiques et la spatialisation, quoi, pour les autres formats. Voilà. Mais oui, ça peut être des fois une usine à gaz de traitement, comme dans Boîte Noire ou d'autres films qui sont très lourds à faire en Atmos. Ouais. Voilà. Eh bien, on attendra demain, mais en attendant sur les marches, nous avons 2 films de la compétition officielle dès aujourd'hui. Le film du cinéaste Bigan qui revient pour la 2e fois à Cannes, où il était venu présenter à un certain regard un grand voyage vers la nuit. On peut quand même signaler qu'il avait présenté un court-métrage également en 2022, dont je crois voir sur ma fiche qu'il s'agit d'un réel défi de prononciation, Posutayang Zixin. Le synopsis donc du film Résurrection: il s'agit d'un monde où les humains ne sachant plus rêver, un être, effectivement, un individu, pas comme les autres, lui, se perd dans la distinction entre ses illusions et le réel, et il va sur ses doutes et ses tergiversations croiser une femme qui va, elle, réussir à pénétrer ses rêves. On retrouve au son Li Danfeng, qui avait déjà travaillé avec Bigan sur son film précédent. Au montage, Bigan lui-même et son complice Xu Bai. Et on peut citer notamment à la décoration le contributeur des Feux Sauvages, Qiang Liu, et à l'image, on se souvient du magnifique film Le Lac aux oies sauvages de Diao Zinan qui avait été présenté en 2019. On retrouve donc Xingzong Dong. Et nous aurons le plaisir demain sur ce plateau d'accueillir Lauriane Lucas, qui était la productrice des effets visuels. Elle nous parlera de son travail et nous expliquera un peu de quoi il s'agit. Autre film présenté aujourd'hui, Woman and Child de Saed Roustaé. L'Iranien revient pour ce film après avoir présenté Leila et ses frères en 2022. C'est l'histoire de Manaz, infirmière de 40 ans, qui élève seule ses enfants alors qu'elle s'apprête à épouser son petit ami. Son fils va être renvoyé de l'école et un tragique accident va venir tout bouleverser, et Manaz va essayer de se battre pour obtenir réparation. Avec le cinéaste Mohsen Narsolahi qui était déjà présent au générique de Leila et ses frères. Également au montage, Bahram Degani, 2e fois en compétition, qui était également au générique de Leila et ses frères. Saed Roustaé revient avec une grande partie de son équipe technique, et au son Rachid Deneshmand qui lui présentait une version de Benam Bezadi en 2016 en sélection Un certain regard. Patrick, Benoît, vous avez déjà vos places pour aujourd'hui ? Je vois toute la compétition, donc en effet, je vais voir ces 2 films, notamment un dans 30 minutes d'ailleurs. Quelles sont vos attentes ? J'attends beaucoup le Bigan, qui a l'air d'être un voyage assez hors norme, comme on en a parfois dans les dernières minutes de la compétition où tout peut changer. Patrick ? J'ai ma place aussi pour le Bigan. J'avais beaucoup aimé son précédent long métrage, donc qui avait des effets visuels, qui n'étaient pas des effets d'ailleurs, mais des effets de mise en scène, je dirais plutôt, tout à fait remarquables. Et celui-là, je l'attends avec impatience. Le film iranien, je n'ai pas encore ma place, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, j'avais aimé Leila et ses frères aussi, donc j'en attends beaucoup. Merci à tous de votre présence aujourd'hui sur notre plateau. On vous retrouve dès demain 19h pour notre quotidienne. Et en attendant... Bon festival à toutes et à tous, et au revoir. Au revoir. Au revoir.
dénomination d'artiste technicien me paraît tout à fait pointue et intéressante parce qu'à l'époque où le monde est régi par des images de smartphone, où tout va si facilement créer de l'image et du son. Le son, ça va avec, on n'en parle même pas. Et l'image, tout d'un coup, devient très facilement réalisable. Chacun devient artiste dans son coin. On perd la notion du travail de cinéma. Et grâce à la CST, on redessine et on pointe du doigt la qualité du travail des techniciens qui constituent les films que nous allons voir et souligne l'aspect artistique du travail des techniciens.